Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Les liaisons dangereuses de Ninon de l'Enclos. Une belle femme qui a les qualités d'un honnête homme est ce qu'il y a au monde de plus délicieux. On trouve en elle tout le mérite. Ainsi la Bruyère décrit-il Ninon de l'Enclos dans Les Caractères en 1688. Quant à Charles de Saint-Évremont, il en parle en ces termes. « J'en connais qui n'ont pas moins d'esprit et de discrétion que de charme et de beauté. Ces femmes extraordinaires semblent avoir emprunté le mérite des hommes, et peut-être qu'elles font une sorte d'infidélité à leur sexe, de passer ainsi de leur naturelle condition aux avantages de la nôtre. » L'objet des compliments peut être flatté, mais constat doit être fait qu'au grand siècle, la condition naturellement inférieure de la femme est chose acquise, et que l'on s'étonne qu'une femme puisse avoir de l'esprit. À croire que cette vertu est l'apanage du sexe fort. Portrait de Ninon de l'Enclos, l'infidèle, la spirituelle. Née en 1620 d'un père militaire et libertin et d'une mère dévote, Anne de l'Enclos, révoltée par les billets doux qui s'échangent dans les églises, préfère l'affranchissement assumé de son père face à la religion. Prodige, l'enfant apprend l'italien et l'espagnol, joue merveilleusement aux luttes, danse divinement la sarabande, cite Montaigne et fait sensation par ses mots d'esprit dans les salons du Marais où l'emmènent ses parents. Celle que l'on appelle Ninon comprend vite les règles, mais aussi les pièges que la haute société sait tendre sous couvert de bonnes manières. Son plus cher ami, ce père qui lui a tout enseigné, est contraint de s'exiler à l'étranger après une affaire de mœurs, alors que Ninon n'a que 13 ans. Adolescente, elle refuse de cacher sa gorge et expose ses appas à la vue des jeunes damoiseaux qui se pressent autour d'elle. Ouvertement épicurienne, Ninon s'offre à 16 ans à un courtisan, premier amant d'une très longue série. Terriblement séduisante et séductrice, l'athée déclarée se voit refuser l'entrée des salons par les grandes dames bien pensantes du siècle des saints. La jeune femme se rapproche alors de celui de Marion de Lorme, courtisane célèbre pour ses grâces, longuement entretenue par le marquis de Cinq-Mars et maîtresse du cardinal de Richelieu. Si l'une brille par sa grande beauté, l'autre se distingue par sa culture hors norme et sa vivacité d'esprit. Les plus grands gentilshommes courent place royale pour admirer ces Phryné et Aspasie, amis et rivales à la fois, et davantage parfois, souvent. Outrée par l'indépendance des hommes dont les femmes sont alors privées, Ninon déclare « Les hommes jouissent de 1000 libertés que les femmes ne goûtent pas. Je me fais donc homme. » Dès lors, c'est elle qui mène la danse et choisit ses amants qu'elle classe en 3 catégories. Les payeurs, ceux qui l'entretiennent, les caprices, les élus de son cœur, les martyrs, les soupirants sans espoir. Elle ne cède pas aux avances, mais sélectionne ses cibles qui résistent rarement. À l'exception de Louis de Mornay, marquis de Villarceau, avec qui elle nourrit une liaison pendant 3 ans et dont elle a un fils, elle considère ses autres conquêtes comme des passants, des passades. Usant de sa supériorité intellectuelle, après un mois de plaisir, elle les pousse de son alcôve et les conserve comme amis. Défilé de boudoir, quitté avant d'être quitté. Avec quelques 5000 amants à son tableau de chasse, Horace Walpole la surnomme 50 ans après sa mort en 1755 Notre-Dame des Amours. Sujet de toutes les conversations de salon, les hommes vantent ses qualités et les femmes jalousent celles qui leur volent maris et fils. Tant d'esprit et de grâce réunis en une seule personne ne laissent personne indifférent. Les femmes du parti dévot en guerre contre les libertins, tenanciers de cabarets, blasphémateurs et autres marchands de viande, obtiennent d'Anne d'Autriche la condamnation de Ninon, femme au décolleté trop généreux et aux mœurs trop volages. Enfermée dans un couvent, la courtisane développe encore davantage sa pensée, ses lectures et sa vision libertine de la vie. La reine Christine de Suède, qui vouait une admiration sans borne à Ninon, obtient sa libération.
De retour à Paris, Ninon de L'Enclos ouvre son salon chaque jour de 5 à 9, rue des Tournelles, où le couple Scarron, Jean-Baptiste Lully, Jean de La Fontaine, François de la Rochefoucauld et bien d'autres aiment à se rendre. Elle apprend au jeune loup sa façon jolie de faire l'amour, afin de former les oiseaux des Tournelles à entrer dans le grand monde munis des armes de la séduction. Chez la reine du Paris spirituel et intellectuel, je cite, « Tout se passait avec un respect et une décence extérieure que les plus honnêtes princesses soutiennent rarement avec des faiblesses. Elle eut de la sorte pour ami tout ce qu'il y avait de plus trié et de plus élevé à la cour, tellement qu'il devint à la mode d'être reçu chez elle. Beaucoup d'esprit et fort orné. Sans ouvrir la porte à la médisance, tout y était délicat, léger, mesuré, et formait des conversations qu'elle sut soutenir par son esprit et par tout ce qu'elle savait de fait de tout âge, nous rapporte Saint-Simon. C'est à cette époque que Molière se rapproche d'elle et lui fait lire ses pièces en avant-première afin d'obtenir son opinion. Ils retouchent ensemble les textes dans la même volonté de s'en prendre aux dévots hypocrites, avec humour et parfois cynisme. Qui sait si ces 3 vers extraits du Tartuffe n'ont pas été inspirés ou soufflés par la femme dont la poitrine trop découverte pour certains lui coûta l'exil. Je cite « Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. » Louis XIV lui-même cherche régulièrement à avoir l'avis de Ninon par personnes interposées. Car au-delà de sa vie aventureuse, Ninon de L'Enclos incarne un symbole de culture, d'esprit et de raffinement. Un esprit indépendant, affranchi des conventions. Jusqu'à un âge avancé, Ninon, qui conserve son maintien et sa conversation mordante, inspire l'amour. Voyant ses proches disparaître les uns après les autres, elle décide de prendre un confesseur. Alors qu'elle veut rédiger son testament, M. Arouet, son notaire, lui présente son fils, un jeune garçon de 11 ans. Reconnaissant cette lumière si particulière qu'elle-même avait eue enfant, elle devine l'intelligence supérieure de François-Marie et lui lègue une somme pour qu'il puisse s'offrir des livres. Mademoiselle de L'Enclos s'éteint à 85 ans le 17 octobre 1704, sans savoir que son jeune légataire prendra le nom de Voltaire et développera certaines des idées qui l'ont elle-même animée durant sa longue vie, au point de bouleverser l'histoire de notre pays.